Inspiration, Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette inspiration. Alors, la tradition veut que nous te passions le micro pour que tu puisses te présenter et nous dire ce que tu fais au quotidien. Alors, je m'appelle Julie Crouzillac et j'ai une sorte de double vie puisque mon métier, c'est de travailler dans la communication et le marketing. Et puis, dans mon investissement associatif, j'ai la chance d'avoir la présidence de l'association ADN Kids depuis 2016. La genèse de cette histoire, c'est que de par mon métier, je travaille aux côtés de Laurent Combalbert et Marouane Méry, qui sont les fondateurs de l'Agence des négociateurs, qui portent du coup des négociations au quotidien avec des entreprises, des négociations un petit peu plus critiques, et qui travaillent aussi sur la formation en négociation en France et dans d'autres pays. Et au fil des années, en rentrant des missions de négociation, bien souvent, il y a un petit mandat qui revenait disant si on avait quand même des clés de négociation tous, on irait plus vite dans nos négociations, on aboutirait à des accords plus rapidement et finalement, ce serait mieux, il faudrait que ce soit enseigné à l'école. Et de ce petit mandat qui revenait comme ça au fil des missions, un jour, on s'est dit, mais finalement, pourquoi on ne monte pas une fondation, une association pour nous aller voir les enfants et leur transmettre des choses. Comme j'étais à leur côté depuis plusieurs années sur cet accompagnement lié au métier de la communication, des relations publiques, du marketing, et que j'étais très intéressée à la fois par le défi et par la nature de la mission qui s'annonçait, c'est vraiment avec plaisir que je leur ai dit, mais moi, je m'engage à fond sur ADN Kids. Et on a tout monté, puisque rien n'existait, en 2016. Donc, c'est une association de loi 1901. Comme souvent, ça se fait avec des rencontres, puisque c'est à ce moment-là aussi qu'on a rencontré Luc Pavan, qui est un de nos ambassadeurs clés, un de nos bénévoles, qui lui est professeur de physique-chimie en collège, qui travaillait depuis très longtemps sur la communication non violente. Et en fait, c'est de notre rencontre qu'a émergé véritablement tout le fond, tout le contenu pédagogique autour d'ADN Kids. Concrètement, on a apporté notre vision et notre expertise négociation autour de 5 notions qui sont clés pour nous: la gestion des émotions, la gestion du conflit, la création du lien avec une personne opposée, la confiance en soi et le collectif. Alors, c'est des grandes notions très générales, mais qui ont une résonance très forte dans les métiers de la négociation, puisque quand vous faites de la négociation dite de crise, vous êtes obligé de passer par le fait de purger des émotions, identifier le non négociable, travailler sur la communication, travailler sur la capacité à gérer du conflit, évidemment en parallèle nourrir la confiance en soi, sinon vous n'êtes pas capable d'avoir la bonne posture dans des situations qui sont un petit peu tendues. Et avec donc Luc, on a composé une équipe pédagogique qui nous a permis de cette expertise, cette connaissance-là, la vulgariser entre guillemets pour la mettre à portée des enfants, puisque au sein d'ADN Kids, on intervient auprès des petits et des plus grands, puisque finalement on a 3 approches pédagogiques: primaire, collège et lycée. Donc finalement, c'est toujours nos notions clés qui sont revisitées sur de la pédagogie dédiée aux tranches d'âge qu'on peut avoir. J'avais une question Oui. qui était sur ADN Kid. Comment vous intervenez en fait? C'est plutôt individuellement ou c'est collectif pour des classes? Comment ça se passe l'accompagnement? C'est exactement ça. Alors, chez ADN Kids, le fonctionnement qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 180 ambassadeurs, c'est nos bénévoles, répartis en France et dans 7 pays aujourd'hui. Et concrètement, comment ça se passe? Vous êtes un parent d'élève, vous êtes une école, vous avez envie de faire une session des ateliers ADN Kids. Vous nous envoyez un mail contact@adn-kids.com et nous, on se met en ordre de marche pour déléguer une équipe qui va venir et on design l'intervention en fonction des besoins. Concrètement, si on nous dit j'ai 3 classes de CE1, on met en place toute l'organisation pour passer une journée ou une demi-journée et faire vivre aux enfants les ateliers qui puissent se les approprier. Aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure d'avoir des accompagnements spécifiques, individuels, mais ça fait aussi partie finalement un peu de notre philosophie. C'est-à-dire que notre approche, elle est vraiment basée sur la sensibilisation et la prévention. Et on n'est pas du tout sur la gestion de situations déjà critiques de harcèlement ou de violence d'enfants. Là, on s'adosse à des professionnels et des associations spécialisées. Nous, on est vraiment en amont de tout ça, puisqu'on se dit, en général, quand ces mécanismes-là se mettent en place, de violence et de harcèlement, c'est qu'il y a eu beaucoup de renoncements et de petits cailloux dans les engrenages en amont. Et tout le travail qu'on fait avec les enfants, comprendre une émotion, qu'est-ce qui se passe quand je n'exprime pas une émotion, qu'est-ce qui se passe quand je transige sur mon non négociable,
pourquoi c'est délétère pour moi, pourquoi c'est délétère avec les autres. Finalement, c'est ce qui va leur permettre, en se l'appropriant et en le nourrissant au quotidien, de ne pas tomber dans ces situations critiques-là. Est-ce que tu as un petit secret, une petite astuce à nous transmettre pour essayer d'apaiser les conflits avec nos enfants? Alors, il y a deux grandes réponses dans cette question. Déjà, souvent, on perçoit le conflit comme quelque chose qui est négatif. Donc, et ça c'est naturel, hein, on préfère tous des environnements apaisés, sereins, tranquilles, à des environnements qui frottent un peu plus. Nous, chez ADN et ADN Kids, le message qu'on porte, c'est de se dire du conflit, c'est-à-dire du désaccord, peut naître de la valeur ajoutée. Évidemment, il y a derrière le conflit, à condition de le traiter de la bonne façon. Le traiter de la bonne façon, ça renvoie aux émotions dont on a un petit peu parlé, comment je vais considérer l'autre dans ce qu'il est en train de vivre. Il y a aussi dans la façon dont je vais exprimer ce conflit, comment je vais être capable de verbaliser, comment je vais pouvoir faire de l'écoute active vis-à-vis de celui qui est en train de vider son verre. Et puis ensuite, il y a une partie sur ce qu'on appelle le négociable et le non négociable. C'est-à-dire que dans le conflit, si je prends un exemple à la maison, on n'est pas d'accord sur regarder une énième fois la tablette. Il y a, pardon, on va avoir la phase des émotions, c'est-à-dire je vais purger le côté je comprends que tu es frustré, je vais t'expliquer pourquoi. Je recadre ça sur les règles de fonctionnement qu'on a, c'est-à-dire c'est pas en se roulant par terre qu'on va trouver une solution et comme toi, comme moi, tu veux trouver une solution à ce qui se passe. Donc on se pose, on en discute et je rappelle le non négociable. Quand tu as un enfant de 8 ans, c'est important que le temps passé devant les écrans pour telle et telle raison, il ne soit pas trop important sur une journée. Si tu es d'accord, et après on propose des solutions. Et on va chercher l'autre aussi, parce que dans la négociation, si ça n'est que descendant et que l'autre n'adhère pas à la solution que vous trouvez, la négociation, finalement, elle n'aboutit pas véritablement. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour, aujourd'hui, tu as eu ton quota de tablette, alors comment on pourrait faire ça? Comment on pourrait organiser ça? Peut-être ça peut être demain. Et arriver à séquencer en définissant un cadre qui est très strict et qui ne bougera pas, parce qu'encore une fois, les enfants, ils ont besoin d'une sécurité affective et intérieure pour pouvoir évoluer à l'intérieur de ça. Donc, si on ne fixe pas un cadre et qu'on ne rappelle pas le bon sens de pourquoi on fait ça et qu'on n'est pas fiable et avec un continuum dans nos points, c'est-à-dire si tous les jours je change d'avis sur la tablette et que l'enfant il est complètement perdu, il sentira qu'il y aura toujours une marge de manœuvre. Et ça, c'est propice au conflit. Donc, d'abord, je purge. Je rappelle comment les règles pourraient changer et ensuite, je trouve une solution en échangeant et en écoutant. Après, on n'est pas tous parfaits. Hein. Parfois, nous aussi, on est fatigués. Parfois, c'est non parce que c'est non. Mais même quand c'est non, il faut être capable de dire « je suis l'adulte, tu es l'enfant ». Si je te dis non, c'est qu'il y a des bonnes raisons pour ça. Tu n'es peut-être pas d'accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Par contre, tu arrêtes de te rouler par terre et de taper les murs parce que ça ne changera rien. Et au contraire, ça va même aggraver tout ce qu'on est en train de se dire. Et les enfants, hein, ça fait 4 ans et demi qu'on fait ça. Globalement, les petites têtes blondes, ils sont toujours très, très intelligents et très réceptifs à tout ça. Et encore une fois, négocier n'est pas céder. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est dans ce processus d'écoute, d'échange, de véritable respect vis-à-vis d'un enfant haut comme 3 pommes qu'on est en train de se faire mener par le bout du nez. Pas du tout. On est en train de construire une relation où il saura qu'il peut nous faire confiance dans ce qu'il a à dire, où on saura aussi petit à petit qu'on va pouvoir élever notre niveau d'exigence avec lui parce qu'on va donner du sens à ce qu'on fait et on va l'amener à développer son esprit critique, à s'approprier des bonnes pratiques aussi pour la journée, en écho évidemment avec l'éducation qu'on souhaite lui transmettre et puis ce qui compte pour nous. Là, il n'y a pas de règle forcément, mais c'est tout ce cheminement-là qui permet en général de bien apaiser les choses à la maison, qu'on ait un enfant de 5 ans, de 10 ans, de 12 ans ou même de 17 ans. Ça fonctionne en général. Pendant le confinement, qu'est-ce qu'a fait ADN Kids? Alors, on a fait beaucoup de choses et on en était très, très heureux. La première des choses, c'est qu'on avait beaucoup discuté avec la ville de Paris qui s'occupe de gérer les temps extrascolaires des enfants dans les écoles parisiennes, notamment les temps après la cantine et puis les temps après les heures d'école. Et on était en discussion sur monter des pilotes. Et quand le confinement est arrivé, comme on avait eu une bonne relation avec les équipes de la ville de Paris, rapidement, ils nous ont expliqué la situation dans laquelle ils étaient, c'est-à-dire certaines écoles parisiennes restaient ouvertes pour accueillir les enfants des soignants. La période en mars, rappelez-vous, quand l'annonce du confinement a été faite, c'était très, très particulier, c'était très anxiogène, il y avait beaucoup d'incertitudes. C'est des enfants qui se sont retrouvés avec des parents très, très mobilisés par leur travail,
avec beaucoup de bruit autour de ce qui se passait sans véritablement de réponse à ce qu'ils pouvaient vivre. Et puis avec un rythme profondément perturbé, parce que là où ils allaient à l'école retrouver la maîtresse et les copains, ben parfois ils étaient rassemblés dans une école qui n'était pas la leur, avec des copains qui n'étaient pas les leurs, et puis avec un rythme qui était pas des cours, mais qui était l'encadrement par les équipes d'animation. Donc la première chose qu'on a pu faire, c'est partager notre matériel et notre pédagogie avec les équipes d'animateurs de la ville de Paris, qui étaient vraiment très engagés, hyper motivés, pour établir des ateliers ou en tout cas des discussions autour de les émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Il y en a qui avaient peur, il y en a qui étaient en colère parce qu'ils n'avaient pas leurs parents comme ils le souhaitaient, il y en a qui n'étaient pas contents d'être dans un autre rythme. Donc, on a vraiment purgé cette période-là là-dessus et on a beaucoup retravaillé par le biais justement de ces équipes d'animateurs sur comment avoir confiance, comment partager ce qu'ils pouvaient vivre à ce moment-là pour apaiser un petit peu. Et ça donnait aussi des clés sur des comportements très agités où finalement tout le monde était quand même un peu sous tension à fleur de peau parce qu'on était dans une période d'incertitude qui était très forte. Ça a été le premier point qui a été mis en place très rapidement parce que le confinement a été annoncé le mardi par le président de la République. Et nous, dès le vendredi, on avait diffusé sur les plateformes d'animation ce contenu-là. Et dans un deuxième temps, on a eu l'opportunité de pouvoir diffuser plus largement toutes nos mallettes pédagogiques avec les exercices qu'on proposait aux enfants et évidemment l'accompagnement pour les adultes sur la plateforme villedeparis.fr pour que tous les gens puissent gratuitement aller télécharger les ateliers et mettre en place à la maison notamment les émotions. Qu'est-ce qui fait que tu es dans cet état? Identifier l'état dans lequel on est, comprendre ce qui me met dans cet état et échanger, dialoguer pour arriver à trouver des clés et sortir de cet état-là pour un peu faire redescendre la pression à la maison. Justement, pourquoi parfois nous n'arrivons pas à gérer les conflits, que ce soit à la maison, avec notre tribu, avec le N+1, les collègues? Comment ça marche? Alors, dans ce qu'on se dit, dans la gestion des conflits au quotidien, il y a une séparation qu'on peut faire entre la maison et puis la sphère un peu plus professionnelle. En négociation, ce que nous partagent les négociateurs professionnels qui vivent au quotidien, c'est que la base de la négociation, c'est la relation. Pour créer de la relation avec quelqu'un, être capable d'être en interaction et échanger, il faut que j'ai un lien, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Pour arriver à mettre en place ce lien, je dois passer par ce qu'on appelle de l'empathie. C'est-à-dire, je suis capable de comprendre où l'autre en est dans ses émotions sans pour autant les ressentir à sa place. Sinon, je suis dans de la sympathie. Et quand je suis dans de la sympathie, ma lucidité, ma clairvoyance sur le sujet, elle est brouillée. Donc, c'est propice à de l'embrasement émotionnel, etc. Quand j'arrive à construire une relation d'empathie, je suis capable de comprendre où l'autre en est dans ses émotions, qu'est-ce qui va agir sur lui, qu'est-ce qui est en train de se passer pour finalement, sans forcément cautionner ce qu'il est en train de vivre, mais en tout cas être capable de comprendre où il en est et surtout accepter son émotion. L'émotion, ça c'est ce qu'on apprend vraiment dans les modules dédiés à ADN Kids. C'est une approche scientifique, c'est Paul Ekman qui est un grand psychologue américain qui a travaillé là-dessus. Les 7 émotions universelles sont légitimes. Il y a un fonctionnement qui est idiosyncrasique, c'est-à-dire c'est ancré en nous, c'est un héritage qu'on a de la part de nos ancêtres préhistoriques. Il y a une fonction de survie aux émotions. Donc concrètement, ça veut dire qu'une émotion, elle est irrésistible. Parce que c'est votre organisme, c'est votre cerveau, votre amygdale qui déclenche ce processus qui est un processus de protection. Pourquoi j'ai peur si je dois traverser une rue? Parce que si je n'avais pas peur, mon espérance de vie, ça serait à peu près 4 minutes. Et quand j'ai compris que cette émotion, elle est irrésistible et qu'elle est légitime, je comprends que quand l'autre est en colère, si je lui dis « calme-toi », je rejette son émotion, donc il se sent renié dans ce qu'il est en train de vivre alors qu'elle est pleinement légitime pour lui. C'est très important de bien faire la différence entre la légitimité de ce que l'autre peut ressentir et l'acceptation ou la caution. On peut cautionner, on peut accepter la colère de quelqu'un, on n'accepte pas pour autant la violence, le fait de tout casser, le fait de hurler. C'est 2 parties qui sont très différentes. Pour revenir à la question de démarrage, quand on est avec nos enfants, qu'on aime par-dessus tout, avec lesquels on vit, on est dans une relation qui est très forte, teintée d'un affect évidemment qui est très fort aussi. Et à ce moment-là, on n'est plus dans l'empathie, c'est-à-dire la caractéristique d'une relation qui va nous permettre d'échanger, mais on est dans la sympathie. Quand ma petite pleure toutes les larmes de son corps parce qu'elle est triste ou frustrée, évidemment que je suis triste ou frustrée à sa place. Donc ma lucidité, elle est brouillée
Et c'est évidemment naturel. C'est ce qui explique qu'avec nos enfants, c'est toujours plus difficile de porter des négociations de manière séquencée et rationnelle. Laurent Combalbert, qui est un des fondateurs d'ADN, raconte souvent comme anecdote que dans sa carrière, il a négocié avec les FARC, avec beaucoup de retranchés, de forcenés, et qu'en fait, il a 4 enfants à la maison et que les négociations ne sont jamais aussi difficiles qu'avec ses 4 enfants à la maison. Évidemment, c'est teinté de cette dimension d'affect. Pour la partie négociation au bureau, vous parliez du N+1, on peut soit imaginer qu'on a une relation pareille de proximité qui nous fait basculer dans de la sympathie, et du coup, on retrouve ces mêmes écueils finalement où notre lucidité est brouillée. En général, on est plutôt sur finalement, dans les anicroches qu'on peut trouver à une négociation au quotidien au boulot, soit sur le fait qu'on ne considère pas ce que l'autre vit de manière légitime, on est dans l'interprétation, ou alors on est sur des phases de négociables et de non négociables qui ne sont pas clairement définies. Donc concrètement, si pour vous intérieurement, votre non négociable, c'est de partir du boulot à 19h parce que vous avez une activité associative importante pour vous, des enfants, etc., et qu'on vient sur ce terrain-là, mais que ce n'est pas clairement exprimé, que c'est du non négociable, on va toujours être dans cet entre-deux et finalement, vous êtes dans une situation bancale qui fait que vous êtes mal à l'aise, vous n'arrivez pas à verbaliser les choses, ça génère des émotions négatives parce que délétères, c'est-à-dire que de l'émotion légitime du début, on ne l'a pas verbalisée, on ne l'a pas purgée, donc on bascule dans quelque chose qui est dégradé. Typiquement, quand je suis en colère, la colère, c'est sain. Hein. La colère, à la base, c'est quand je me fais envahir. Quand on envahit mon précaré, je réagis par de la colère pour préserver ma zone vitale. Quand je n'exprime pas de la colère et que ça se dégrade, je passe en mode fureur et c'est moi qui vais envahir le précaré des autres. Et ça fait du mal aux autres et ça me fait du mal à moi. Et on retrouve sur chacune de ces émotions le penchant de l'émotion dégradée qui, à chaque fois, a le point commun d'être délétère pour celui qui la ressent et celui qui est autour et qui la reçoit. Juste une petite anecdote sur les émotions. Imaginez quand vous perdez votre bagage. Vous arrivez d'un long voyage en avion, vous avez fait 23 heures de vol, vous avez perdu votre bagage. Vous êtes en colère. Quand vous arrivez au comptoir pour crier que vous n'êtes pas content, et c'est normal que vous ne soyez pas content, et qu'on vous gueule dessus en expliquant « restez calme », etc., ça embrase encore plus. Pourquoi vous vous sentez renié dans ce que vous êtes en train de vivre alors que c'est foncièrement légitime? Et en fait, un petit enfant qui va exprimer de la frustration, de la colère pour un tas de raisons qui lui appartiennent, quand on le rembarre comme ça, tu te tais, arrête de pleurer, tu te calmes, c'est foncièrement le truc à pas dire, sauf si on veut mettre le feu aux poudres. Alors Julie, justement, est-ce que tu as un beau retour terrain à nous partager sur cette dernière semaine ou sur cette année? Alors, sur cette dernière semaine, pas tout à fait, puisqu'avec l'événement Covid, on a beaucoup de nos interventions en école qui ont été reportées. Sur cette année, oui, j'en ai. Le ADN Kids, ça reste une aventure merveilleuse parce qu'on est vraiment très immergé avec les enfants et on reçoit beaucoup de retours d'expérience de ce qu'ils peuvent vivre. Un des derniers retours que j'ai en date, c'est une maîtresse qui nous avait sollicité parce qu'elle avait une classe avec des enfants très électriques. Beaucoup de particularités dans les parcours individuels de chacun. Et en fait, elle nous disait, ça dégénère en conflit à la moindre étincelle et c'est plus possible. Ils sont pas bien, je suis pas bien. Donc déjà, on salue la clairvoyance et la motivation pour pallier à cette situation. Et quand on a pris les enfants, effectivement, ils ont beaucoup parlé autour des émotions, on a beaucoup partagé et on a reçu beaucoup de dessins qui nous ont dit, on a compris comment on pouvait faire pour se dire les choses. On a compris pourquoi il fallait qu'on respecte les règles et que ça irait mieux comme ça. Et on s'est dit, OK, en fait, les petites graines qu'on a mis dans leur esprit sur l'importance de tout ça pour qu'ils soient mieux à titre individuel et collectif, eh ben, ça a fonctionné. Donc ça, c'est des vrais beaux rewards qu'on peut avoir par rapport au temps qu'on passe avec eux et à ce qu'on leur partage. Et en fait, Julie, qu'est-ce qui te motive le matin pour te réveiller, pour aller travailler? Alors, il y a 2 choses, moi, qui me font vibrer, parce que j'ai plutôt une personnalité optimiste et positive. La première, je dirais que c'est l'humain. Et que moi, j'ai démarré ma carrière dans l'agro, dans les grosses multinationales d'agroalimentaire, où j'ai fait des rencontres merveilleuses, j'ai travaillé pour des marques magnifiques. Ça a duré une dizaine d'années. Et puis après, je me suis dit que j'avais envie de travailler dans un autre environnement professionnel et un quotidien où je me sentirais plus libre. Et finalement, j'ai choisi de construire un écosystème
qui me ressemblent, dans les règles de fonctionnement que je peux avoir, dans ce qui est important pour moi. Et ce qui me motive à fond le matin, c'est de me dire tous les gens avec lesquels je bosse, je vais les retrouver parce que j'ai un call prévu avec un tel, parce qu'on doit débriefer sur tel sujet. Et c'est vraiment la rencontre et le partage que je peux avoir avec ces gens-là qui est un vrai moteur au quotidien. Et le deuxième sujet, c'est la nature des projets que je porte, qui est très riche, qui est très variée, qui est toujours des challenges, puisqu'on construit toujours des choses nouvelles qui n'existent pas. Et ça, c'est très, très stimulant aussi dans le quotidien professionnel, on va dire. Alors, Julie, quelles sont les 3 choses qui te motivent au quotidien dans ton travail et quelles sont, à l'opposé, les 3 choses qui te retirent de l'énergie? Alors, ce qui me donne de l'énergie, c'est beaucoup les interactions interpersonnelles. C'est vraiment quelque chose qui prend une place très, très importante chez moi. Que moi, je donne beaucoup et je trouve qu'on me donne beaucoup en échange. Donc ça, c'est vraiment un booster qui est très, très fort. Ensuite, c'est la concrétisation des projets où globalement, j'ai la chance de travailler, de m'impliquer sur des choses qui voient le jour et qui se transforment concrètement. Donc ça, il y a une gratification qui permet de grandir et qui permet d'avoir un sentiment d'accomplissement qui est très important. Et je trouve que c'est une bonne façon de recharger ses batteries. Et puis, la troisième chose, je dirais, c'est cultiver un peu l'optimisme, c'est-à-dire il y a quand même des journées qui sont moins bonnes avec des choses qui déroulent un peu moins bien. Et c'est de se dire, OK, demain sera un autre jour, on continue, on lâche rien. Ça fait vraiment partie des choses cool au quotidien. Et à l'inverse, ce qui va plutôt me fatiguer, c'est… ça fera écho, je pense, aux gens qui sont dans le monde de l'entreprise, c'est des choses qui n'aboutissent jamais, qui tournent à l'infini, des réunions sans fin, des projets arlésiennes où finalement on en parle et ça n'aboutit jamais. Je pense qu'en tout cas chez moi, c'est générateur d'une frustration très très forte et qui est délétère au bout d'un moment parce que je trouve que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et finalement on ne voit jamais le bout. Donc ça c'est fatigant pour moi. C'est aussi des personnes… que certaines, qu'on peut caractériser un peu de toxiques. Et tout à l'heure, je disais, voilà, moi j'ai fait ce choix-là et il n'y a pas une seconde où je l'ai regretté. C'était bien me connaître aussi et bien m'interroger et me challenger sur à quoi j'avais envie de souscrire finalement dans mon quotidien professionnel. Ça aussi, c'est des choses que, en tant qu'indépendante, j'ai la chance d'arriver à pouvoir manager un petit peu. Mais dans le monde de l'entreprise, je pense que c'est pareil aussi, c'est-à-dire se créer des bulles d'alliés et se couper, se distancier, laisser les personnes un petit peu plus toxiques, pénibles, fatigantes, parce qu'il y en a toujours, quel que soit l'univers dans lequel on évolue, pour arriver à prendre du détachement et ne pas faire que ces personnalités-là prennent trop de place dans notre quotidien, parce qu'on sait tous comment ça se passe, ça envahit facilement la tête. Tu as un petit mot de la fin, une petite conclusion? Du coup, nous, ADN Kids, on est toujours à la recherche de bénévoles et de bonnes âmes. Donc, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur adn-kids.fr. En fait, on va avoir aux éditions Mango un kit qui va sortir à la rentrée qui s'appelle 30 outils pour aider son enfant à gérer les situations de conflit et faire face à la violence. Et on va avoir aussi à la rentrée aux éditions ESF un ouvrage qui va s'appeler Petit mais costaud. Et alors là, c'est vraiment quelque chose que j'ai coécrit avec Laurent Combalbert et Marwan Méry et une philosophie que j'aime beaucoup, qui est le prolongement de ce qu'on fait sur ADN Kids, puisque personne ne peut savoir de quoi le monde sera fait en 2030 ou 2045. En revanche, on sait que si on développe les ressources de nos petits sur la confiance, l'optimisme, le collectif, ils pourront faire face à tout ce qui se présentera.